Écoutez, bonjour, merci beaucoup de m'avoir convié en fait Merci à vous d'être venu. à cette réunion. Donc, un petit mot sur Emarina. Donc, Emarina, c'est une société de biotechnologie. Il faut savoir que la Bretagne est, je dirais, la troisième région de France en fait au niveau des biotechnologies. Et donc, cette société a été créée à partir ce qu'on appelle une spin-off du CNRS. Moi, j'étais pendant une quinzaine d'années en fait au CNRS à Roscoff, dans une station biologie marine. Et donc on a découvert des molécules qui sont en fait des transporteurs d'oxygène innovants que l'on développe dans différentes applications thérapeutiques et médicales. Et donc on s'est lancé dans la création d'entreprises. Donc j'ai quitté en fait mon poste au CNRS pour créer en fait Emarina en 2007. On a démarré de la feuille blanche et puis aujourd'hui on est 36 personnes donc basées à Morlaix. Et donc on a rencontré sur notre chemin des business angels, des groupes de business angels qui commençaient à émerger en 2007, notamment le premier groupe qui s'est créé, je crois, dans le Finistère, qui était Finistère Angel. Et puis Finistère Angel, en fait, s'est associé à Armor Angel pour aider Marina à grandir. Alors c'est un peu court. Enfin, quand vous faites des choses horribles, avec des vers, vous me vendez du sang. Enfin, faut nous raconter tout ça quand même. Alors, ça, et Marina, c'est ce que vous faites. Alors, on ne fait pas des choses horribles, on extrait des protéines marines d'organismes marins qui sont en l'occurrence des vers marins qu'on appelle l'arénicole ou que vous connaissez sous le nom breton, le buzuc, en fait, on extrait ces molécules donc, dans des conditions totalement pharmaceutiques, on produit ces vers marins en fait, en aquaculture. On a un partenariat donc, avec une ferme aujourd'hui qui est en Hollande, mais on a acheté récemment une ferme en France et notamment on n'a pas pu le faire en Bretagne pour des raisons administrative, de loi littorale, Natura 2000, espace remarquable, zone humide et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc on a préféré acheter une ferme en fait, qui avait toutes les autorisations pour pouvoir se lancer. Donc on extrait, en fait, on élève ces vers en aquaculture et on extrait en fait, cette molécule dans des conditions pharmaceutiques pour en faire aujourd'hui 3 types de produits. Le premier, en fait, c'est le produit le plus avancé puisqu'il y a un essai clinique qui est prévu à la fin de l'année. C'est une solution pour préserver les organes en attente de transplantation, donner du temps aux chirurgiens pour aller transplanter. Et cette solution s'appelle Hemodolife et un essai clinique est prévu donc à la fin de l'année avec le CHU de Brest. On fait également pardon de vous interrompre, mais pour tous les organes, le cœur, les reins. Pour tous les organes, en fait, pour tous les organes en fait, que l'on peut greffer. On développe également des applications dans le pansement pour accélérer les cicatrisations, notamment des plaies qu'on appelle les plaies du diabétique, en fait, du syndrome du pied diabétique, qui se termine généralement mal puisque c'est des amputations. Et également, en fait, alors, un transporteur d'oxygène thérapeutique pour différentes applications, ça peut être la transfusion sanguine, ça peut être l'AVC. Et cette application donc, est développée aujourd'hui avec l'armée américaine, la Navy, pour tout ce qui est ce qu'ils appellent le trauma brain injury lié à des explosions, des blasts qui créent des œdèmes cérébraux. Quand je vous disais qu'on allait trouver l'international très rapidement. Alors on va retenir, pour faire simple, que vous partez du ver marin pour aider les futurs greffés du cœur, des reins, tous ceux qui attendent un organe et n'en trouvent pas, pour résoudre un problème immense et immédiat. Michel Brandley, pourquoi investir chez Emarina? Ce n'était pas peut-être juste pour des histoires de greffe et de philanthropie. Michel. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est le porteur de projet lui-même, parce que le projet, nous investissons dans des jeunes entreprises innovantes, et très souvent, on ne comprend pas ce qu'elles font, surtout quand on est dans les nouvelles technologies et dans le web. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la capacité du porteur de projet à lancer son projet et à développer son business. Donc dans le cas de Franck Zal, on a senti qu'il avait une idée tout à fait intéressante, mais aussi qu'il avait une dynamique et un programme de recherche très avancé. C'est courant ce genre de qualité chez les gens qui quittent le CNRS? Ah oui, nous avons un autre exemple à Roscoff avec la société Manros Therapeutics. Donc ça fait 2 sociétés de biotechnologie. Avec nos collègues de Finistère Angel, nous avons investi, ainsi que les business angels parisiens. Et au total, vous avez investi combien chez Marina? À quel moment? Enfin, j'imagine dans les toutes premières phases, puisque c'est là que vous mettez. Je ne vais pas me réduire au niveau départemental des Armor Angels, puisque nous avons maintenant une association bretonne, soutenue par la région. Nous sommes 4 réseaux, et je salue le président de Braise Angel. Notre réseau s'appelle Braise Angel.
Nous sommes environ 200 adhérents. Nous avons investi 11,5 millions depuis 2005, puisque le premier réseau Finisher Angel date de 2005. Et nous avons des projets intéressants, surtout dans le co-investissement. C'est-à-dire que les sommes, dans certains cas, sont très importantes. Et au niveau local des Côtes d'Armor, nous avons un peu de difficulté à mobiliser plus de 100-150 000 euros par dossier. Et donc, quand on mobilise les autres réseaux de Bretagne ou de France également, on arrive à des sommes plus importantes. La dernière levée, dans le cas des Marina, il y a eu une levée de fonds en fait, de 3 millions auprès de particuliers, donc au niveau de Business Angel. Tout souscrit par Braze Angels? Alors non. Alors en fait, il y a France Angel, donc qui fédère aussi pas mal de réseaux de Business Angel. Et en l'occurrence pour Emarina, il y a eu aussi le réseau XMP, en fait un réseau de Business Angel parisien, des réseaux Angel Santé. Mais en fait, ils savent très bien travailler ensemble et regarder co-investir en fait sur des dossiers. Et donc tout à l'heure, j'entendais aussi la difficulté de faire rentrer en fait des business angels dans les sociétés innovantes. En fait, il suffit de structurer la façon de fonctionner et ça se passe très bien en tout cas dans Emarina. Et donc, c'est votre première levée de fonds? Alors Emarina, non, c'est... Comment est-ce que vous avez financé la société jusqu'à la levée de fonds? Alors déjà avec nos sous. Et donc la région Bretagne a beaucoup aidé, puisqu'en fait au départ on a eu en fait un projet, on avait gagné le concours de la création d'entreprises innovantes, alors avec Oseo et puis la région Bretagne qui avait aussi aidé en fait à lancer l'entreprise. Et ensuite on a fait rentrer aussi des différents acteurs, donc beaucoup de business angels, des réseaux, mais également donc le Crédit Mutuel, Arkea et Rentrée Capital, CMCIC. L'INSERM transfère avec son fonds en fait, d'investissement qui s'appelle INSERM Transfer Initiative. Et puis récemment aussi on a fait rentrer un industriel donc, qui est Le Saffre, Maurice Le Saffre du groupe Le Saffre, qui est rentré au capital de la société pour donner vraiment... Qui sera représenté tout à l'heure, mais indirectement via une de ses filiales. Mais donc vous avez levé de l'argent auprès des investisseurs institutionnels et professionnels avant de lever 3 millions chez les business angels? J'ai bien compris. Oui, en fait, il y a eu plusieurs. En fait, c'est assez inhabituel. Il y a eu plusieurs. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pense en fait que les business angels, alors c'est la grande partie de leur investissement qui viennent une fois en fait au démarrage et puis après ils laissent au développement ou à d'autres investisseurs. Dans le cas, en l'occurrence, dans le cas des Marina, donc on a fait plusieurs levées de fonds, notamment 3 levées de fonds, et donc les business angels étaient toujours au rendez-vous. Ils nous ont toujours suivis pour en fait accompagner la société. Et donc Emarina aujourd'hui a levé 15 millions d'euros auprès de différents acteurs au total, mais en fait les plus grandes levées de fonds en fait au sein des Marina, ce sont les business angels. C'est-à-dire quelle part des 15 millions représentent les particuliers? La plus grosse part en fait, il y a eu à peu près 3 ou 4 millions d'euros levés auprès de particuliers. Et ça vous fait combien d'actionnaires? Alors ça fait beaucoup d'actionnaires, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout ça, ça se gère. Et donc, on gère en fait les relations avec nos actionnaires à l'aide d'un pacte. Aujourd'hui, nous, on a un interlocuteur, un interlocuteur au niveau du conseil d'administration, qui est l'interlocuteur des business angels. Donc, nous, quand on discute stratégie, etc., donc nous, on a un interlocuteur qui relaie l'information dans les réseaux. Je voudrais dire simplement que le cas des Marina est un peu exceptionnel. Nous n'investissons pas 4 millions d'euros dans toutes les entreprises. C'est vraiment un cas tout à fait exceptionnel. Ah zut alors. La moyenne de nos investissements tourne autour de 100-150 000 euros par entreprise. Et donc on a environ une vingtaine d'adhérents qui sont des chefs d'entreprise, des cadres d'entreprise, d'anciens porteurs de projets qui ont déjà revendu leur entreprise. Donc je vous invite à rejoindre les 4 réseaux bretons si vous avez la fibre d'entrepreneurs et d'investisseurs. Mais écoutez, je vais rebondir sur ce plaidoyer. Donc il faut être quand même un peu riche pour être business angel, j'imagine. Quels sont les conseils que vous donnez Moi, par exemple, je ne sais pas, comme ça, instinctivement, je ne vais pas m'adhérer et devenir business angel. Le ticket minimum, c'est 5 000 euros. Et la moyenne... Par investissement. Par investissement. D'accord. Oui, par investissement. Et la moyenne de nos investissements, on a investi 4 millions d'euros depuis 2007, c'est 15 000 euros. Et donc, 15 000 euros par... Donc il faut être capable d'investir à risque
sinon 15 000 euros par an. Et ça veut dire que ça ne doit pas toucher plus de 10% de son capital total, non? J'imagine quelque chose comme ça, voilà. Il y a des avantages fiscaux quand même. L'activité des business angels attachés à s'appuie ces sur, investissements, dans le cas de jeunes entreprises innovantes de moins de 5 ans, vous avez droit à la déduction fiscale TEPA, 50% sur l'ISF et 18% sur l'impôt sur le revenu. Pas juste des PME innovantes, non? C'est n'importe quelle PME, le TEPA et le Madelin. Ah non, ça doit être des Pour entreprises vous, innovantes. Oui, par votre intermédiaire, vous ne faites que des PME innovantes labellisées par BPI France, j'imagine? Labellisées, non, mais innovantes. D'accord, enfin, sur les critères objectifs. Voilà. Et après, donc, vous élisez une tête de pont, c'est-à-dire que vous en désignez un pour dialoguer avec Franck Zal. Effectivement, la phase suivante, c'est l'accompagnement de l'entreprise. Donc nous nommons 1 ou 2 référents. Dans le cas des marinas, nous avons quelqu'un qui suit au comité stratégique, qui participe aux grandes décisions de l'entreprise. Dans d'autres cas, on nomme un administrateur. Et donc le référent est chargé régulièrement de tenir au courant les investisseurs et puis d'aider, grâce à son expertise, son réseau, ses connaissances, d'aider le porteur de projet qui souvent a la tête dans le guidon et est un technicien et ne connaît pas toujours toutes les règles complexes de l'entreprise. Franck, vous avez combien de particuliers au capital? Aujourd'hui, on a une centaine de particuliers au capital. D'accord. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire leur envoyer un recommandé pour l'AG et une lettre d'information chaque fois que vous tenez un conseil d'administration. C'est quoi les contraintes sur l'entrepreneur quand vous avez fait presque appel public à l'épargne? Alors que vous avez une toute petite boîte. Je dirais il n'y a pas de contrainte. Aujourd'hui, en fait, c'est vraiment tenir informé son réseau. Donc avec tous les moyens de communication que vous pouvez connaître, les tweets, les LinkedIn et puis les newsletters. On ne dit pas en fait aux têtes de pont en fait, des business angels qu'on va faire ou tel un conseil d'administration. Bien évidemment, on les convoque au niveau de l'Assemblée générale, mais il y a un représentant des business angels au sein du conseil d'administration. À lui de faire redescendre l'information auprès du réseau. Ah oui, d'accord. Donc c'est le réseau qui se charge de toute l'information des actionnaires. Et c'est avec la tête de réseau que vous avez négocié le pacte d'actionnaires auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, avec des clauses qui en bon français s'appellent le drag-along, le tag-along et le coup de pied aux fesses pour sortir l'actionnaire qui ne veut pas sortir. Exactement. En fait, on a discuté, donc c'est le référent des business angels qui discute avec son groupe et qui simplifie en fait les relations avec le porteur de projet. Il n'y a qu'une voix, en fait, il n'y a qu'une parole. Ouais, mais je veux bien que vous reveniez sur le pacte d'actionnaires quand même et la protection de l'entrepreneur au sein du pacte d'actionnaires. Alors, ça, j'ai eu en fait à discuter avec différents types d'actionnaires. Aujourd'hui, je dirais, ça se passe très bien en fait avec les business angels parce que la plupart des business angels, en tout cas dans ma vision que j'en ai, ce sont des anciens chefs d'entreprise. Donc ils ne sont pas là non plus à mettre des freins, des barrières, etc. aux chefs d'entreprise. Ils ne sont pas là non plus, en fait, et ça fait partie des chartes, d'une charte qu'ils ont signée au niveau de, quand ils ont adhéré en fait à ces réseaux de groupes de business angels, ils ne sont pas là vraiment à vouloir prendre l'entreprise ou à vouloir prendre en fait une majorité au sein de l'entreprise. Ils laissent vraiment les rênes au chef d'entreprise pour mener à bien en fait son projet d'entrepreneur. Et puisqu'on est dans les questions indiscrètes, une autre manière d'avoir 100 particuliers au capital, c'est le crowdfunding. Et il est de notoriété publique, me semble-t-il, en tout cas on va la rendre publique, que les relations entre les fédérations de business angels et les plateformes de crowdfunding ont été parfois complexes. Michel, quel est votre regard à vous ou la position de Braze Angel sur le crowdfunding? Alors ça c'est effectivement une nouveauté, l'apparition comment dire en français, je cherche le mot en français. Alors crowdfunding, c'est du financement participatif en capital. Financement participatif. Mais bon, c'est une grosse périphrase. Voilà. Et donc on a déjà une expérience. Notre fédération au niveau France, qui est France Angel, est tout à fait, je ne veux pas dire réticente, mais nous demande de faire très attention, puisque en termes législatifs, le système de financement participatif n'a pas encore une couverture très sécurisée.
Et ensuite, leur façon de procéder, de récolter les fonds sur Internet et puis ensuite de ne pas faire d'accompagnement de l'entreprise nous paraît tout à fait risqué. Néanmoins, et nous avons une expérience positive avec un réseau, avec une société de crowdfunding qui nous a permis d'apporter un financement complémentaire sur une société dans laquelle on a investi, qui s'appelle New Wind, c'est l'arbre à vent. Et donc, ça nous permet de conforter un peu l'apport que l'on a fait. Et c'est nous qui réalisons l'accompagnement. Si vous voulez, les sociétés de crowdfunding se trouvent un peu sécurisées quand il y a déjà des business angels qui suivent l'entreprise. Mais tout ça est encore flou et nécessite une législation précise. Donc le décret a été publié hier. C'est pour ça que je rebondissais sur l'actualité. D'accord. On est en train on va faire partager avec nos membres une lecture des conséquences du décret. Mais effectivement, je vous amenais sur ce terrain parce que New Wind en Bretagne est un pionnier du co-investissement entre clubs de business angels et par les grands publics Internet, on va dire. Et là où ça s'est très mal passé ailleurs, vous avez su en Bretagne trouver des formes de collaboration sans qu'il y ait... C'est une particularité bretonne, enfin, pourquoi Non. Pourquoi non. Le pionnier de l'investissement collaboratif, on va l'appeler comme ça, est en Bretagne? Il y a d'autres exemples sur la France, des exemples qui sont mal passés d'ailleurs. Mais pour notre cas, on a eu 2 levées. La première levée, 150 000 de notre part, 150 000 de la part de le réseau WeSeed Toulouse. Et une deuxième levée de même montant où WeSeed, donc les actionnaires, disons les participants Internet, ont apporté de l'argent. Le regard de l'entrepreneur sur le crowdfunding. Alors maintenant, vous êtes plus important que la plupart des sociétés qui se financent par crowdfunding, mais est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu vous être utile? Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez fait quand vous avez lancé Emarina? Je pense que moi, je pense que ça de donner les possibilités à des particuliers d'investir directement dans des entreprises, moi, ça me paraît positif. Donc, c'est vraiment participer au développement économique de leur territoire, vouloir participer au développement d'un projet. Donc, moi, oui, je dirais que si c'était le cas, si cette opération en fait, de crowdfunding était possible en 2007-2008, j'aurais certainement franchi le pas. Oui. Ça aurait été gênant pour vous, Michel? Non, pas du tout. Non, je pense que... non. Je vais vous prier de les applaudir. Merci beaucoup. Merci.